Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bentech Pro TV. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du TP numéro 11. On est en train d'étudier le développement web en utilisant le framework PHP Laravel, la version 8. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une solution full stack. Donc, on va décomposer notre travail en deux parties. La première partie, back-end, sera développée en utilisant le framework PHP Laravel, la version 8, qui va se connecter à une base de données MySQL. Et de l'autre côté, au niveau du front-end, on va développer une petite application en utilisant le framework JS Angular, la version 13. La liaison entre les deux, ça sera effectuée à travers une API de type REST. Ainsi, la solution logicielle qu'on va proposer, ça sera basée sur l'architecture orientée service. On va utiliser un service REST qui va utiliser le protocole HTTP et va utiliser ces méthodes get, put, delete et post. Donc on va lancer Apache donc sur le port 80 pour le HTTP, 443 sur le HTTPS. Et on va lancer aussi MySQL sur le port 3306. Donc, dans ce TP, on va commencer par la création de notre base de données. Pour ceci, on va lancer phpMyAdmin. On va créer une nouvelle base de données. Donc, dans notre cas, on va l'appeler Laravel REST API DB. Et on va garder donc UTF-8 MB4 là comme type de données, format de données. Donc, une fois on a lancé Xampp et lancé Apache et MySQL, donc là, on va se déplacer au niveau de Xampp, donc la version 8.0.13, au niveau du dossier htdocs qui va contenir nos applications web. Donc, on va lancer l'invite de commande. Et là, on va lancer notre commande Composer, Create Project. On va indiquer la Prefer Dist, donc on va choisir notre dernière distribution de Laravel qui sera Laravel 8. Et on va donner le nom par la suite de notre projet. Dans notre cas, on va l'appeler Laravel REST API. Donc en cliquant sur Entrée, donc le gestionnaire de composants et de bibliothèques, donc Composer, il va télécharger tous les fichiers nécessaires, il va faire toutes les installations, il va nous créer notre répertoire, notre projet, là, Laravel REST API. Donc on va se déplacer au niveau de ce répertoire et on va lancer donc Visual Studio Code. Avec la commande code espace point. Donc voici l'arborescence de notre projet Laravel. Au niveau de fichier .env, donc là on va mentionner les informations concernant notre connexion à notre base de données. Au niveau du database, on va indiquer là le nom du database de notre base de données qu'on a détaillé au niveau de phpMyAdmin. Donc ce sera Laravel REST API DB. Donc concernant username, on va garder root, password. Donc on n'a pas mentionné de password pour le moment, mais il ne faut pas oublier de le mentionner en cas de déploiement. Donc là, au niveau de notre terminal, on va lancer notre CLI, ce qui est PHP Artisan Serve. Donc là, c'est elle donc, qui va nous lancer le serveur, donc PHP Artisan Serve. Et on va se connecter à notre application Laravel sur le port 8000. Donc 127.0.0.1, ça veut dire localhost. Et le port, ça sera 8000. Donc pour le moment, tout va bien. On va maintenant aller vers le dossier app et au niveau de dossier providers. Et là, on va ajouter donc un lien ou bien une référence vers la bibliothèque ou bien la classe qui est schema, qui étant la classe facades. Donc use illuminate anti/super
anti-slash facades, anti-slash schema. Donc, c'est elle qui va manipuler ou bien gérer notre connexion à notre base de données. Donc là, au niveau de la fonction boot de démarrage, on va mentionner là les informations ou bien la taille de nom de table ou bien de migration par défaut. Donc c'est quoi la longueur de chaîne par défaut utilisée pour les migrations. Et selon les recommandations indiquées au niveau de la documentation de Laravel, on va mentionner que la taille par défaut, ce sera de 191. Donc schema default string length. On va indiquer c'est 191 et notre fin d'instruction, point virgule. On va lancer un nouveau terminal. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc on va essayer de créer un nouveau modèle à travers la commande PHP artisan make 2.model. On va indiquer le nom du modèle, donc product. Comme vous voyez là, c'est indiqué que la table product a été créée. Donc on peut la trouver là au niveau de models. Et au niveau de migration, vous allez trouver enfin là de notre dossier. Voilà, donc create product table PHP. Et ici, on va mentionner c'est quoi les colonnes de notre table products. Donc comme vous remarquez, il y a une convention de nomenclature. Normalement, la classe, ça commence avec une majuscule. Et là, au niveau des noms de table, ce sont à la fin S. Donc si notre classe, notre modèle ou bien classe, c'est product, notre nom de table équivalente au niveau de la base de données, donc MySQL, ce sera products à la fin S. Par défaut, les tables, ils ont une clé primaire qui est ID, par défaut. Donc là, on va ajouter un ensemble de colonnes dans notre table. La première, on va l'appeler référence, elle sera de taille 50, c'est une chaîne de caractères. Donc là, moi j'ai fait un copier-coller, je vais essayer de modifier les noms des colonnes. La deuxième, ce sera de type texte, et on va l'appeler description. La troisième, ce sera de type integer, c'est un entier, on va l'appeler quantité. Et celui-là, c'est pas la peine de mentionner la taille là. Et finalement, donc on va déclarer une variable ou bien une colonne de type double qu'on va l'appeler prix. Et on va indiquer là, parce que c'est un décimal, le nombre d'entiers et donc la précision. Donc on aura 3 chiffres après la virgule. Et comme ça, on a fini avec les colonnes de notre table products. Maintenant, au niveau de notre terminal, on va lancer la commande PHP artisan. Au niveau de notre base de données. Et cette fois-ci, on va appeler la commande migrate. Donc si on fait une migration, il va répliquer la déclaration qu'on a indiquée au niveau de notre code, au niveau de notre base de données. Et comme vous voyez, il y a un ensemble de tables qui ont été ajoutées. Parmi eux, on va trouver notre table qui s'appelle Products. Et comme vous voyez, ID c'est la clé primaire par défaut. On a reference, description, quantité et prix.
Donc là, au niveau du terminal, on va lancer la commande PHP artisan make controller. Bien sûr, de préférence, c'est de créer les contrôleurs à partir de l'invite de commande. Et on va l'appeler product controller. Donc on va les trouver sous le dossier app, ensuite HTTP, ensuite on va trouver le dossier controllers. À l'intérieur, on va trouver notre product controller. Donc là, au niveau des routes, dossier qui s'appelle route, on a deux points d'entrée. On peut utiliser le web.php et le API.php. Dans notre cas, on va choisir un API.php parce que notre objectif, c'est de créer un API qui va proposer un ensemble de services. Donc, on va commencer là avec la création de notre premier service qui va récupérer un ensemble de produits à partir de la table products. Donc, pour notre route, ce sera get. Donc, celle-là, c'est la méthode HTTP. C'est get products et elle fait référence à la fonction get product au niveau de product controller. Il ne faut pas oublier d'enregistrer ceci avec un CTRL S. Maintenant, au niveau de app HTTP controller, on va créer cette fonction. Et comme on va faire référence à la classe ou bien modèle product, on va ajouter une référence à travers la commande use app /models /product. On va déclarer là une fonction publique. On va l'appeler get product. Qui va nous retourner là l'ensemble des produits qui sont sauvegardés dans notre base. Bien sûr, le format d'échange sera JSON. C'est pour ça donc on va obtenir une réponse de type JSON et on va appeler la classe product et la méthode all. Ça veut dire sélectionner tous les éléments de cette table et on va rendre au niveau de résultat la valeur de 100, donc pour indiquer que l'instruction ou bien la méthode s'est bien exécutée. Pour tester notre partie backend, on aura besoin d'un logiciel qui s'appelle Postman. Ce logiciel va nous permettre de lancer les appels à notre API et de tester les résultats retournés. Là, je vais créer une collection de requêtes pour organiser notre travail au niveau de Postman. Une fois sauvegardé, comme vous voyez là au niveau de l'interface, on va indiquer l'adresse IP du serveur. Dans notre cas, c'est 127.0.0.1. 2.8000, ça c'est le numéro du port. Et par la suite, on va indiquer là au niveau de route, c'est /API/ le nom de route qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est products. Et là, on va indiquer que la méthode HTTP utilisée sera get. Là, on a une petite erreur. Cette erreur, c'est quoi? Il nous dit que target class product control does not exist. Comme vous voyez là au niveau de résultats retournés. Donc, au niveau de controller,
il ne faut pas oublier, ou bien au niveau du API.php, voilà, il faut faire référence à un autre contrôleur qui se trouve au niveau de dossier app /http /controllers donc product controller.php. Donc on n'a pas besoin bien sûr d'indiquer l'extension. Je sauvegarde, je relance ma requête et comme vous voyez là, j'ai un retour vide. Donc ce retour est de type JSON. Donc ce qu'on va faire, on va lancer un ensemble d'insertions de notre base. On va remplir notre table products avec quelques données, produits 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, on va relancer notre commande et comme vous voyez là, le système, ou bien notre API, il est en train de retourner l'ensemble de lignes qui se trouvent dans la table products. ID 1, 2, 2 et le troisième produit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de créer une fonction qui va nous retourner un produit particulier en indiquant son ID en paramètre. Donc, on aura besoin de créer une fonction. Là, notre paramètre, ce sera donc $id. On va créer une variable qui s'appelle product. Elle est de type product. Et on va appeler là la fonction find. Et on va lui donner comme paramètre le ID. Là, on a deux cas à traiter. Le premier cas, si $product, s'il est nul, dans ce cas, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé un produit avec le ID qu'on a précisé. Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va retourner une réponse au niveau JSON pour indiquer que le produit est introuvable. Donc là, on va indiquer là message. C'est une clé valeur, donc le résultat. La clé, c'est message et sa valeur, ce sera produit introuvable. Ça, c'est le premier cas à traiter. Ça veut dire si on n'a pas trouvé un produit où l'ID qu'on a fourni en paramètre donc, est référencé. Maintenant, si on a trouvé ceci, c'est dans le cas else, on va retourner réponse JSON de product 2.2.find et en paramètre le ID. Bien sûr, dans ce cas, on va retourner 200 pour indiquer que c'est exécuté avec succès. Dans le premier cas, on a indiqué que le retour donc de notre requête HTTP est de type 404. Maintenant, au niveau de route, bien sûr, il faut ajouter ça au niveau de route. On va indiquer là le nom de notre fonction. Et au niveau de route, là, on va changer, bien sûr. On va faire product slash et entre accolades, on va indiquer là le ID. Ici, au niveau du get, bien sûr, toujours, on va utiliser la méthode HTTP get product. Donc, vous voyez que j'ai éliminé le S là. Et cette fois-ci, je dois fournir un ID. Donc, à chaque fois que j'indique là le ID, il va me tourner le produit équivalent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de créer un nouveau produit. Comme d'habitude, on va ajouter une fonction, on va l'appeler addProduct. Cette fois-ci, elle va recevoir une donnée de type request.
je vais déclarer une variable que je vais appeler product. Elle va être de type product et on va appeler la fonction create. C'est l'équivalent de insert en SQL. Et je vais lui donner là en paramètre request, ensuite all. C'est-à-dire je vais lui fournir toutes les données nécessaires à la création du nouveau produit. Au niveau de retour, dans notre cas, on va lui donner donc response, ensuite notre contenu ou bien le produit ajouté avec la valeur de retour de 101 pour indiquer que l'insertion s'est faite avec succès. On aura besoin aussi d'ajouter une route pour accéder à cette fonction. Cette fois-ci, on va plus utiliser la méthode HTTP-GET, mais ça sera la méthode POST. Et bien sûr, on va changer la route là pour accéder à ceci. On va appeler add product. Et on va éliminer là le /id parce que notre id, normalement, il sera généré automatiquement. Donc, ce qui nous reste, c'est de indiquer le nom de la fonction qu'on a appelé addProduct. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier d'enregistrer notre travail avec CTRL S. On va sélectionner là la méthode HTTP post et là on va indiquer donc addProduct. Maintenant, il nous reste comment on va mentionner les paramètres. Là, on va cliquer sur le bouton params et on va indiquer les clés qui sont les noms de colonnes et les valeurs qu'on va choisir. Donc, avec tabulation, là, on va créer un ensemble de colonnes. Donc là, on va mentionner la référence, la description. On va indiquer la quantité et le prix. Voilà. Là, j'ai une erreur, donc mass assignment exception. Donc, il faut gérer les données qui ne sont pas enregistrées par défaut. Donc, dans notre modèle, parce qu'on a des dates là qu'il faut indiquer, c'est pour ça que au niveau de notre donc app models, on va vérifier là quelles sont les colonnes qu'il faut mentionner et ceux que c'est possible de ne pas les mentionner. Donc là, on peut informer le système de ceci en indiquant que les timestamps, c'est-à-dire la date de création et de dernière modification, donc est égale à false. C'est-à-dire on ne va pas les gérer et à travers donc la variable fillable déclarée de type protected, on va indiquer là quelles sont les colonnes qu'il faut remplir. Dans notre cas, on va choisir 4 colonnes, c'est référence, description, quantité et prix. Voilà, donc point virgule à la fin pour indiquer la fin de l'instruction. On enregistre, on va renvoyer notre requête et comme vous voyez là, le système il va nous tourner le nouveau produit ajouté avec le ID à la fin. On va vérifier ça au niveau de MySQL, phpMyAdmin et comme vous voyez là, le produit 4 a été ajouté avec succès. Maintenant, on va essayer de mettre à jour les données d'un produit. On va pour ceci donc créer notre fonction. On va l'appeler update product. Ce update product, elle aura besoin de deux paramètres là.
Le premier paramètre, ce sera de type request et le deuxième, il sera de type, donc c'est un ID, donc un entier. Il faut changer le nom de notre fonction. Pour faire la mise à jour, il faut tester est-ce que le produit existe ou non. S'il existe, donc on va faire la mise à jour. S'il n'existe pas, on va afficher un message et dire que le produit est introuvable. Donc on va répéter le même traitement qu'on a fait au niveau de la fonction getProductById. On a déclaré une variable qui s'appelle product qui reçoit l'élément bien la ligne qui correspond à notre ID fourni en paramètre. Si le résultat est nul, on va dire que là, produit introuvable. Sinon, on va essayer de lancer notre mise à jour. Et la mise à jour, elle sera lancée à travers une fonction qui s'appelle, dans notre cas, update. Donc, product update et request all pour lui donner tous les paramètres nécessaires. Voilà. Bien sûr, il faut ajouter une route pour accéder à cette fonction. Donc là, ce sera update product /id. Voilà. Et la fonction appelée, ce sera update product. Il faut faire attention que là, on n'est pas en train de lancer un get, ça sera un put pour lancer notre mise à jour. Donc, on va ajouter la V2 pour indiquer que c'est une deuxième version. Et on va modifier un peu les données des autres champs quantité et prix. Là, on va modifier le nom de notre route, la update product. Voilà. Et /4 pour indiquer le produit à modifier. Et là, on va choisir la méthode HTTP put pour lancer notre mise à jour. On fait un send et comme vous voyez là, les données sont mises à jour. Bien sûr, si je fais là 14, vous allez voir que le système va nous répondre que le message produit introuvable. Maintenant, on va s'intéresser à la suppression d'un produit. La suppression, kiff, on va tester là, est-ce que le produit existe ou pas. S'il n'existe pas, on va indiquer que le produit est introuvable. Sinon, on va lancer notre suppression. Pour ceci, on va créer une fonction, on va l'appeler deleteProduct. Et ce deleteProduct, elle va recevoir en paramètre le ID uniquement. La fonction lancée, ce sera delete. Et au niveau de la réponse, bien sûr, on va retourner nul avec un code de 204 pour indiquer que la suppression s'est exécutée avec succès. Là, on va indiquer la méthode visée, ce sera la méthode HTTP delete. Et ensuite, au niveau de la route, on va indiquer que c'est deleteProduct /id. Voilà. Et le nom de notre fonction, ce sera deleteProduct.
On va essayer de tester ça. On va sélectionner la méthode HTTP delete. Et par la suite, on va supprimer toutes ces informations. Là, on n'aura plus besoin. Et on va appeler notre route delete product slash ID du produit. On va tester sound. Comme vous voyez là, le retour c'est nul. C'est bien. On va tester la products pour récupérer tous les produits avec la méthode get. Et comme vous voyez là, le produit numéro 4 a été supprimé avec succès. On va aborder maintenant la partie front-end. Donc on va accéder au dossier Laravel, on va lancer l'invite de commande. On va essayer de créer un nouveau projet Angular à travers la commande ng new front-end app. Comme vous remarquez, donc Postman nous a aidé à tester notre API sans avoir besoin d'utiliser un front-end. Et ceci, ça va nous permettre de séparer les deux tâches. Si on a un développeur qui fait la partie back-end et l'autre qui fait la front-end, donc celui du back-end, il ne va pas attendre que celui qui réalise le front-end termine son travail pour tester l'API. Il peut utiliser le logiciel Postman pour faire cette tâche. Maintenant, on va voir comment faire la liaison entre les deux. Donc là, on a créé notre projet Angular à travers ng new et nom de projet. Voici donc la structure de notre projet Angular. Ce qu'on va faire, on va lancer le serveur pour tester notre application. Donc ngserve-o, ça veut dire Open Browser. Cette commande, elle résume deux instructions en effet. Elle va lancer le serveur et ouvrir le navigateur sur l'adresse 127.0.0.1. Par défaut, c'est le port 4200. Et voici donc front-end app is running et en cours d'exécution. On va créer un nouveau terminal et dans ce nouveau terminal, on va lancer la commande ng, g pour generate et c pour component. Donc ng generate component et la component, ça c'est le nom de répertoire qui va contenir le composant qui s'appelle products. Donc ng gc components slash products, ça veut dire ng generate components slash product. Donc 4 fichiers ont été ajoutés avec succès. La partie template, donc HTML, la partie de test, la partie CSS, style et la partie TypeScript pour écrire notre programme. Maintenant, on va créer aussi un nouveau service, donc ng generate s pour service, generate service, et ceci, on va le mettre dans un répertoire qui s'appelle service. Slash data, donc c'est le data là qui sera réservé à la manipulation ou bien la gestion des communications avec l'API. Au niveau de app.module.ts, on va faire référence et importer la bibliothèque là, router module, voilà. Comme vous voyez là, par défaut, le composant produit a été importé. Et là, ce qu'on va faire, on va créer maintenant une constante qu'on va l'appeler app_route. Et cette constante, donc, elle va contenir la liste des chemins
Donc là, on a déclaré un tableau, on a ouvert l'accolade, et ensuite on va indiquer la clé path et sa valeur. Donc par défaut, si on accède à l'application, il va lancer le composant product. Donc ce qu'on appelle product component. Aussi, on va importer le module HTTP client module. C'est celui-là qui va nous permettre de se connecter à l'API distante développée auparavant par Laravel. Donc là, import HTTP client module. From Angular, @Angular, /command, /HTTP. Au niveau des imports, bien sûr, on va indiquer que le module HTTP client module doit être importé. Aussi, on va ajouter router module, le module de routage. On va donner en paramètre, donc AppRoutes, pour gérer donc les routes d'accès à notre application Angular. Maintenant, au niveau de dossier service, ce qui nous intéresse, c'est la partie data.service.ts, c'est la partie réservée au TypeScript. Et c'est là où est-ce qu'on va faire une importation du module HTTP client. Et ce service, c'est lui qui va se connecter aux différents services offerts par notre API développé en Laravel. Au niveau du constructeur, on va ajouter donc les paramètres. On va déclarer une variable de type HTTP client, et on va déclarer une fonction qu'on va l'appeler getData. Et ce getData, elle va nous tourner le résultat de l'appel HTTP, donc de la méthode get. Et là, au niveau de get, on va indiquer là le lien vers notre API. Dans notre cas, ce sera http://127.0.0.1 2.8000, donc ça c'est au niveau du port. Ensuite, /API /products. Donc c'est la même adresse qu'on a utilisée au niveau de l'application Postman tout à l'heure. Maintenant, on va se connecter à Bootstrap et on va récupérer le lien vers le CSS. On va l'ajouter au niveau de fichier index. Il ne faut pas oublier d'enregistrer notre travail. On a une petite erreur là au niveau de app.module.ts.
cannot find name root. C'est quoi l'erreur qu'on a commis? C'est roots à la fin S. Oui, voilà. On va toujours là, il ne trouve pas le roots. Ah, voilà, donc il faut la mentionner là, au niveau de router module. Voilà. Donc normalement, voilà, ça fonctionne maintenant. On revient là au niveau de app.component.html. On va normalement sélectionner tout ça, le supprimer, et là on va écrire notre code. Comme vous voyez, l'interface est vide, et c'est à nous de la remplir par la suite. Donc on va ajouter une division là, de classe container. Et là on va ajouter le sélecteur router outlet. On va ajouter un nouveau composant qui s'appelle navbar, barre de navigation. Donc à travers la commande ng, g pour generate, c pour component. Ensuite component, ça c'est le nom de dossier, et le nom de notre composant, ça sera navbar, comme vous voyez là. Donc 4 fichiers ont été générés. Le template HTML, le style CSS et le TypeScript. Voilà. Maintenant, au niveau de site getbootstrap.com, au niveau de exemple, on va chercher là les 9 barres, les barres de navigation. Voilà, donc les 9 barres. On va cliquer sur le lien navbar. On va appuyer là sur CTRL U. Voilà, CTRL plus U pour accéder à Code Source. Et on va chercher le deuxième exemple. Donc à travers une petite recherche là rapide. CTRL F. Et on va voir là. Voilà. Second, navbar example. Donc je vais copier cette déclaration de nav et je vais la coller sur mon code. Voilà. Donc CTRL V. Au niveau de navbar.component.html. J'aurai pas besoin de forme dans notre cas. Donc on va la supprimer par la suite. Et c'est là notre composant. Donc au niveau de ceci, voilà, donc c'est un ensemble d'éléments. On peut les détailler par la suite. Juste là, je vais supprimer la balise forme. J'enregistre. Et au niveau de app.component.html, je vais ajouter un lien vers le sélecteur, dans notre cas app 9 bar. Voilà, app 9 bar, pour qu'il soit affiché au niveau de fichier index. Donc on va ajouter un séparateur là.
Ensuite, on va ajouter une division de classe row. Cette division, elle contient un ensemble de colonnes. Donc margin to top c'est 5, to bottom 5. Ensuite, on va détailler un ensemble de colonnes. Et on va ajouter là le sélecteur router outlet. Je vais rafraîchir. Ah, il a une erreur là. On va essayer de recharger là. Est-ce qu'on a commis une erreur là? On va vérifier là le navbar. Non, index. Dans l'index, il faut pas oublier de sauvegarder là les fichiers. On va vérifier product component.html. Et là, au niveau du product, ce qu'on va faire, on va déclarer une table. Donc, c'est la classe table, bootstrap. Et à l'intérieur, donc, on va créer l'arborescence ou bien l'organisation du tableau qui va nous permettre d'afficher les différentes colonnes de notre table et les différentes lignes qui présentent la liste des produits. Donc là, on va déclarer les parties head. Donc, comme vous voyez là, on a un ensemble de colonnes. Donc, et chaque colonne, elle présente une colonne de la table. Donc, le dièse, il va présenter le ID là. Ensuite, on va mentionner la référence, la description, la quantité et par la suite, on va indiquer le prix. Voilà. Une fois on a terminé avec la partie head, donc on va attaquer maintenant la partie body. Donc le body du table. Donc là, on va utiliser la syntaxe Angular. Donc étoile ngFor. Il va nous permettre de lancer une boucle sur la liste des produits. Donc qui seront sauvegardés au niveau de la variable qu'on va l'appeler products. Donc let prod of products. Donc là, on va pour chaque élément produit au niveau de la liste de produits retournés par l'API, ce qu'on va faire, on va afficher les valeurs des colonnes comme indiqué ci-dessus. Donc là, thscope row, et là, entre double accolade, on va mettre prod.id. Voilà, donc c'est la valeur de ce champ.
Et on va répéter cette même action avec les autres colonnes. Donc pour chacun, on va utiliser la variable prod qui contient l'élément sélectionné parmi une liste de products. Comme j'ai déjà dit, donc ils sont récupérés à partir de l'API qu'on va mentionner son chemin par la suite. Donc prod.reference, prod.description, prod.quantité et prod.prix. Voilà. Mais sur la product, on n'a pas encore déclaré. Au niveau de la partie product component.ts, ça veut dire la partie programmation ou bien partie TypeScript, on va importer le data service. Et là, on va déclarer une variable qu'on va l'appeler product. Elle est de type any. Donc, j'ai pas mentionné son type est dynamique. Au niveau du constructeur, on va passer en paramètre une variable qu'on va l'appeler data service. Data service. Voilà. Maintenant, au niveau de ng-on-init, lors de l'initialisation de ce composant, ce qu'on va faire, on va essayer de appeler une fonction. Cette fonction, on va la déclarer avant. Donc getProductData. Et là, normalement, on doit récupérer la liste des produits. Voilà. Donc là, au niveau de l'initialisation du composant, on va appeler this.getProductData, la fonction qu'on va développer. Et là, on a console.log, liste des produits. Donc on va vérifier ceci au niveau de notre inspecteur du navigateur. Donc au niveau du console, vous voyez là, liste des produits au niveau de product.component.ts. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est il faut appeler data service, get data, .subscribe. Donc on va inscrire ce service et la réponse, ce sera au niveau de variable res. Et au niveau de la réponse, on va faire l'affichage du composant ou bien du résultat retourné par l'appel de ce service. Et comme vous voyez là, c'est un tableau de 3 éléments. Et dans ces éléments, vous allez trouver les informations récupérées à partir de la base MySQL. Ce qu'on va faire maintenant, la variable product qu'on a déclarée tout à l'heure de type dynamique, on va lui affecter ce résultat. Et comme vous voyez maintenant, notre table est remplie à partir de MySQL. Comme vous voyez là, on a 3 éléments.
Donc maintenant, on va commencer à préparer l'interface, donc product component.html, où est-ce qu'on va ajouter un nouveau formulaire. Et ce formulaire, normalement, il va nous permettre de créer un nouveau produit. Non, on va utiliser l'abréviation emmet pour créer une division là de class form group. Là, on va créer un nouveau label. Et on va ajouter un input texte. On va ajouter là la propriété name. Le premier, ce sera référence. Le label, on va indiquer que c'est for reference. Référence. Voilà. On va écrire là notre label référence. Voilà. On va répéter cette tâche pour les autres colonnes de notre table. Description, quantité et prix. Voilà, on va enregistrer avec CTRL-S. Et on va ajouter un bouton de validation. Donc on va appeler la classe btn de Bootstrap, btn dark. Et le type là, ça sera avec une marge au top de 4. Et on va indiquer qu'il s'appelle validé, voilà. Ainsi notre interface ou bien notre formulaire d'ajout est prêt. Maintenant on va indiquer c'est quoi le traitement qu'il faut lancer lors de l'ajout. Mais cela, il ne faut pas oublier d'ajouter une référence ou bien importer là le module Forms module. Vous voyez là, lorsqu'on l'ajoute au niveau du import, il va ajouter une référence automatiquement en haut. Et au niveau de product.component.ts, la partie TypeScript, on va ajouter une nouvelle fonction qu'on va l'appeler insert data. Au niveau de insert data, comme d'habitude, on va essayer cette fonction avant. Donc on va afficher un message de bonjour là sur la console. Bon, bonjour insertion. Test. Là, il faut pas oublier aussi de faire appel à cette fonction au niveau de notre template. Il faut ajouter là au niveau de l'action de notre forme là. On peut utiliser là
la syntaxe Angular. Donc ce sera ng submit. Voilà. Et là, ng submit égale. Et on va appeler là notre fonction insert data. Voilà. J'enregistre ceci. Voilà. Je reviens à mon navigateur là. Je vais écrire une référence de test là. Des données de test. On va appuyer sur le bouton valider. Comme vous voyez là, au niveau de l'inspecteur, la console, là, notre message est affiché avec succès. On a fini avec la première étape. Ce qu'il faut faire maintenant, on va lancer la commande ng g pour generate class. Donc on va générer une nouvelle classe qui s'appelle product. Deux fichiers ont été ajoutés, le spec.ts et le t.ts. Donc le spec.ts pour les tests et le .ts c'est où est-ce qu'on va faire notre traitement. Là, je vais déclarer les attributs de cette classe. La première, je l'ai appelée reference de type any, donc c'est un type dynamique. Je vais répéter la même action avec description, quantité et prix. Donc dans notre classe, il y a 4 attributs qui sont la référence, la description, la quantité et le prix. Et là, on va faire la liaison two-way data binding, donc une liaison double sens. Donc avec ng modèle là, product.référence. Ensuite, on va répéter la même action avec les autres input texte. Voilà. C'est pour lier ce contrôle texte avec l'information correspondante au niveau de notre classe. La quantité, prix, référence là, c'est description. Voilà. Maintenant, au niveau de product, products.component.ts, là, je vais déclarer une variable qu'on va l'appeler product. On va l'instancier. New product. Voilà. Comme vous voyez là, il y a une référence qui a été ajoutée pour la classe product qu'on a utilisée. Et cette fois-ci là, on va essayer de afficher sur la console les données concernant le produit à travers this.product. Bien sûr, là il y a une erreur là, products property reference does not exist on type product au niveau de products.component.html. Il a un petit problème là, peut-être qu'on n'a pas sauvegardé là, le fichier. Donc référence, voilà. Il faut sauvegarder le fichier pour que les modifications soient prises en compte. Je sauvegarde. Toujours là, et l'erreur persiste. Type product.
Voilà, donc j'ai sauvegardé cette classe. Maintenant, l'erreur donc a disparu. On va faire l'ajout d'un nouveau produit. On va l'appeler, donc ça sera ref06. Valide. Voilà, je valide et comme vous voyez là, je suis en train de récupérer là les valeurs, donc la référence, etc. La quantité, le prix, la description. C'est bien jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on va lier cette fonction avec l'API. Et pour ceci, là, au niveau de dossier service, ensuite data.service.ts, on va ajouter une fonction qui va nous permettre de insérer un nouveau produit. Donc là, comme vous voyez, l'insertion, bien sûr, on va appeler la variable HTTP client. Et pour l'insertion, bien sûr, on aura besoin de données qui seront de type product. Et là, au lieu de get, on va utiliser la méthode post de HTTP. Donc la post, bien sûr, il faut changer le lien aussi. Donc on va plus utiliser product, ça sera add product. Donc il faut là revisiter le code qu'on a développé tout à l'heure avec Laravel. Et là, on a au niveau de app product, voilà, ça c'est la route qu'on a créée au niveau de Laravel. Donc on va appeler app product, voilà. Et là, il faut mentionner, bien sûr, les données, donc request qu'on va passer au niveau de notre requête, qui concerne les données du produit. Donc là, au niveau de notre front-end, maintenant on va essayer de appeler le service de données. Donc this.dataService, là on va plus appeler getData mais insertData. Il a du mal à reconnaître insertData là. Donc normalement on doit lui fournir, voilà, le paramètre c'est this.product. Voilà. Référence, on va ajouter un septième produit là de test. On va indiquer des valeurs aléatoires là. Et on va appuyer sur le bouton valider. On va voir là que on a affiché ceci et on récupère le ID maintenant c'est 5. Donc le système MySQL nous a généré le code 5. Je peux rafraîchir là et vérifier que l'ajout a été effectué avec succès. Bien sûr, vous remarquez que le tableau là n'est pas actualisé. Donc on va rafraîchir la page. Très bien. Est-ce que c'est possible de rafraîchir la page sans appuyer sur le bouton de rafraîchissement, là, sans relancer? Oui, c'est possible. Donc, normalement, après l'insertion, on va appeler notre fonction getProductData, donc this.getProductData, et ceci, donc, automatiquement, il va essayer de rafraîchir les données, donc, et nous renvoyer la liste des produits. Voilà, je sauvegarde, je relance là et j'essaye de voir de nouveau l'exécution. Voilà. On va tester avec un huitième produit. Donc je suis en train de saisir des données aléatoires. Voilà. Et j'appuie sur le bouton valider. Comme vous voyez là, maintenant la liste a été actualisée de manière automatiquement. Donc le rafraîchissement sans avoir besoin à rafraîchir la page. On va voir maintenant comment supprimer un produit. Donc pour la suppression, là, on va changer un peu notre template HTML. Et là, on va ajouter une colonne où est-ce qu'on va indiquer la liste des actions qu'on peut lancer sur une ligne ou bien un produit. Donc là, on va l'appeler action.
Et au niveau de ligne là, on va ajouter un table data. Donc là, au niveau de cette balise, on va ajouter là un bouton, une balise button. Donc la classe, on va appeler là la syntaxe Bootstrap. Donc là, on va appeler le btn danger. Size medium. Donc là, au niveau de ceci, ce bouton, on aura besoin de indiquer c'est quoi la fonction qui va se lancer lors de l'appui sur ce bouton, donc lors du clic, lors de l'événement clic. Donc dans notre cas, ça sera delete data. Et celle-là, elle va recevoir donc comme paramètre le ID du produit. Bien sûr qu'on a déjà à travers de la variable prod qui reçoit à chaque fois l'élément de la liste products. Je sauvegarde avec CTRL S et là je vais écrire là le label de mon bouton, donc supprimer. Voilà. Je vais copier là le nom de la fonction et l'ajouter au niveau maintenant de mon products.compound.ts. C'est la zone qui est réservée à l'écriture en TypeScript. Donc là, on va créer notre fonction comme d'habitude. Cette fonction elle reçoit en paramètre un ID, il est de type any, ça veut dire que ça sera un type dynamique. Dans notre cas, ça sera entier. Une fois qu'on a récupéré ça, donc on va voir là comment récupérer le ID. Voilà. Donc je sauvegarde et je vais tester. Comme vous voyez là, le bouton supprimer là au niveau de action, au niveau de notre console. Si j'appuie normalement sur la sixième, vous voyez là qu'il est en train de m'envoyer là le ID de ce produit. Maintenant c'est 3, 1, etc. Donc là on est bien, on arrive à récupérer le ID de chaque ligne. Maintenant au niveau de notre data.service.ts, on va créer une fonction qui va appeler notre API là. Cette fois-ci c'est pour lancer le delete. Delete data qui va recevoir en paramètre donc un ID. Là, la méthode HTTP utilisée, ce sera la méthode delete. Et là, comme vous voyez, delete product slash notre ID. Ça, c'est la route qu'on a indiquée au niveau de notre backend, Laravel. Voilà. Et là, on va concaténer ceci. Donc, on va ajouter là un slash. On va concaténer. Voilà un plus. Et là, il nous manque le slash là. Donc au niveau de delete data aussi, on va donc appeler ce service. Donc this.service.delete data. Delete data. Et là, on va fournir le ID. Voilà. Donc pourquoi il n'est pas en train de la reconnaître? Apparemment, j'ai commis une petite erreur au niveau de code tout à l'heure. C'est delete. Donc on a un T qui est en plus là au niveau de la fonction. Voilà, donc j'ai ajouté le slash. Et au niveau de la fonction, là, il faut faire attention parce que j'ai mis
j'ai ajouté un T en plus. Voilà, donc j'ai corrigé là. Donc j'ai pas corrigé l'erreur d'origine, mais c'est pas grave. Euh, et j'ai appelé getData après la suppression. Donc je vais essayer maintenant avec la suppression. Et comme vous voyez là, notre liste est mise à jour. Donc si là au niveau de notre terminal, on va lancer la commande ngGC, ça veut dire Generate Component. Et on va ajouter un nouveau composant. Ce composant, ça sera réservé à la mise à jour des données concernant un produit. Donc on va l'appeler product-edit. Et là, on va appeler l'option skip test. Skip test, normalement, c'est pas test, c'est à la fin S. Donc il faut ajouter un S là au niveau de notre paramètre. Donc il ne va pas nous générer le fichier de test. Voilà, donc il a généré trois fichiers et il a mis à jour le app.module.ts. Donc, comme vous voyez là, sous Components, on trouve là le dossier réservé à Product ID. Ce qu'on va faire là, bien sûr, on va ajouter un deuxième bouton là, après le bouton de suppression. Et cette fois-ci, on va le réserver à la mise à jour. Donc là, on va changer le label de ce bouton. Donc, mise à jour. Et au niveau aussi de type de classe, là, on va mettre warning, avertissement. Et au niveau de clic, bien sûr, il faut modifier là la fonction qui va lancer la mise à jour. Dans notre cas, bien sûr, j'ai ajouté un margin là de 2 pour éloigner les deux boutons l'un de l'autre. Ensuite, là, au niveau de... ce qu'on va faire cette fois-ci, ça sera un redirectionnement. Ça veut dire on va rediriger l'utilisateur vers une nouvelle page. C'est pour ça qu'on a utilisé le router link. Ça veut dire s'il va appuyer sur le bouton modifier, il va le rediriger vers la page, donc dans notre cas gérée par le composant product edit. Donc edit slash prod.id. Donc je vais fournir en paramètre le ID du produit. Donc là, on va rediriger l'utilisateur vers une nouvelle page où est-ce qu'il va sauvegarder, on va récupérer la liste des données qui existent au niveau du produit. Ensuite, on va essayer de lui proposer la validation de la mise à jour. Voilà. Donc si j'appuie sur mise à jour, normalement, il doit me rediriger par la suite vers une nouvelle page. Donc là, ce que je vais faire, au niveau de app.module.ts, là, je vais ajouter une nouvelle route, un nouveau chemin. Donc dans notre cas, on va ajouter la virgule et on va copier là le path qu'on a déclaré tout à l'heure là, qui était bien sûr ça c'est le active route, c'est la route principale, et on va ajouter une deuxième route. Cette route, donc elle concerne la partie de mise à jour, donc ça sera edit slash et là on va lui mentionner un ID en paramètre. Cette fois-ci, ce ne sera plus le product component, mais ce sera product edit component. Voilà. Si je teste mise à jour, voilà, il me redirige vers edit slash 1. Si j'appuie sur le troisième, ce sera edit slash 3, etc. Une fois on a fini avec la gestion des routes là, on revient à notre code là au niveau de product edit. On va importer activated route.
la route activée. Et là, au niveau de Product Edit, là, au niveau de notre constructeur, on doit mentionner c'est quoi la route activée. Et au niveau de l'initialisation du composant, donc ng on init, dans notre cas, on va commencer par l'affichage sur la console de notre route, là, snapshot. Ensuite, params. Ensuite, on va récupérer notre ID. Donc là, je suis en train de tester c'est quoi le ID retourné lors de l'appel ou bien lors de la redirection. Bien sûr, ça c'est important parce que pour mentionner, pour faire la mise à jour, il faut savoir c'est quoi le ID. Bien sûr, je teste avec notre console là et on va remarquer que là, le ID retourné au niveau de product ID component.ts, c'est le 2. Je teste aussi avec le 3 et voilà, donc le résultat est retourné de manière correcte. Maintenant, au niveau de data service, bien sûr, à chaque fois là qu'on appelle un service de notre API développé en Laravel, on doit mentionner là la fonction qui va appeler notre service de mise à jour. Dans notre cas, donc on va l'appeler la update data. Mais avant update data là, parce qu'on doit récupérer les données avant. Hein. Parce que lors de la mise à jour, on doit récupérer les données concernant ce ID à partir de la base de données MySQL. On va les afficher dans un formulaire préparé à cet issue. Et ensuite, là, on va faire la mise à jour. Donc, on va tester en premier lieu la partie de récupération de données concernant un produit bien particulier en indiquant son ID. On va utiliser la méthode HTTP-GET. Donc, ça sera product slash et on va le concaténer à notre ID qui est en paramètre de type any, ça veut dire c'est un type dynamique. Bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, on peut avoir deux résultats, ou bien un message nous indiquant que le produit est introuvable, ou bien il va nous retourner les données concernant le produit qu'on a indiqué son ID. Là, au niveau de Product ID Component, cette fois-ci, on va créer une fonction. Cette fonction, elle va nous permettre de récupérer des données à partir de notre base de données. GetData. Ce GetData, normalement, il doit appeler Data Service. Non, là, il n'arrive pas à trouver la déclaration. C'est quoi le problème apparemment? Là, la route. Là, peut-être que voilà, il faut importer un lien vers Data Service. Voilà, donc c'est src app service data.service. Toujours, il ne le reconnaît pas. Il y a quelque chose qui manque là. Qu'est-ce qui manque? Apparemment, je crois que au niveau du constructeur, on doit déclarer une variable là qui va faire appel à ceci. Mais avant là, je vais déclarer là les variables que j'aurai besoin pour la suite. Donc ID il est de type any et ID this.id va recevoir
Donc 10.root snapshot.params de ID. Et au niveau de l'initialisation, on va appeler le getData. Donc toujours là, on a un problème. Hein. On va le corriger par la suite. Normalement, qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque? Get product by ID. Voilà. Et là, on doit lui mentionner la this.id. On va inscrire ce service-là. Et on va, dans notre cas, afficher la réponse là du serveur au niveau de notre console. C'est quoi l'erreur qui est là? Donc voilà, c'est au niveau de constructeur là, il faut ajouter une variable qui fait référence à data service. Donc c'est ça ce qui nous manquait là. On n'a pas déclaré le data service qu'on est en train d'utiliser. Donc private data service 2. Data service, voilà. Donc c'est bien résolu le problème. Mais juste là, on a encore une petite erreur que on va le détecter par la suite. Edit 2. Mais là, il n'est pas en train d'afficher les détails du produit. Voilà, parce qu'on n'a pas affecté à Edit là, la valeur de root snapshot.params. Voilà, donc c'est ça ce qui nous manquait. Point virgule. Donc comme ça, donc on a rempli notre ID. Maintenant, normalement, si on teste, normalement, ça doit fonctionner. Donc si j'appuie sur mise à jour, voilà. Donc là, c'est 1. Et ensuite, là, il est en train de récupérer la liste des données concernant ce produit. Voilà. Si on revient donc à product.component, on va copier un peu le formulaire là d'ajout. Donc on va le reproduire au niveau de product.edit.component. Bien sûr, on va lui ajouter quelques modifications. Donc là, ça sera plus insert data. Donc on va mettre à jour là le label du bouton. Là, on va indiquer que je suis mis à jour. Et là, au niveau de là, il nous dit product does not exist or type product edit component. C'est au niveau de product edit component.html. Là, il faut revoyer ça. Donc apparemment parce que on n'a pas créé une variable product. Donc data any. Et là, on va déclarer une variable qui s'appelle product. Donc on a besoin des deux. Donc product est égal new product. Voilà, comme vous voyez en haut là, on a le système a ajouté une importation de product en indiquant ce lien, c'est src/app/product. Voilà. Et au niveau de ceci, maintenant, this.data, elle va recevoir res, c'est-à-dire la réponse récupérée à partir de l'API. Voilà. Et on va voir maintenant, on va tester si on arrive bien à récupérer les données là. Voilà, donc il faut remplir le produit avant. Voilà. Donc une fois on a récupéré les données, on va les affecter à notre classe ou bien à notre variable product. Et comme vous voyez là, c'est bien, on arrive bien à récupérer les données à partir de la base de données et on a réussi à lancer le get product donc BID et
les champs sont mis à jour de manière automatique. Donc c'est bien pour ceci. Donc maintenant il faut préparer la deuxième partie de la mise à jour. Cette deuxième partie, c'est le lancement de update. Donc pour ceci, on va faire appel à notre syntaxe Angular. Donc on va appeler un gsubmit et on va indiquer que la fonction lancée, ça sera update product ou bien update, voilà, update product. Donc je sauvegarde et au niveau de data.service.ts, on va ajouter une nouvelle fonction à cette classe dataService. Donc celle-là, ça sera pour lancer la mise à jour des données. Donc on va l'appeler là update. Voilà. Donc là, je fais une copie pour ne pas l'écrire de manière erronée là. Update product. Elle reçoit des données là de type product et aussi un ID. Parce qu'on a besoin de l'ID pour faire la mise à jour. C'est équivalent à update nom de table. Donc j'indique par la suite les valeurs where ID égale ou bien where clé primaire égale. Dans notre cas, c'est le ID. Là, au niveau de mise à jour, on va appeler la méthode put. Donc ce sera update product. Et là, je dois mentionner deux choses. Les data, c'est concernant les données à mettre à jour et aussi le ID qu'on va le concaténer au niveau de l'update parce qu'on est en train de mettre à jour un seul produit. C'est celui qu'on a désigné son ID en paramètre. Voilà. Donc, si je sauvegarde tout, on va voir là est-ce que ça va fonctionner. Là, je fais créer ma fonction update product au niveau de product edit components.ts et je vais inscrire là la fonction que j'ai déclarée tout à l'heure au niveau de data service. Donc je fais un copier-coller là de ce que j'ai utilisé tout à l'heure et on va faire par la suite une liste de modifications. Donc this.dataservice. Cette fois-ci c'est update product. Update product. Là, je vais mentionner là le ID et par la suite, donc this.product, voilà les données que on a sauvegardées là. Et par la suite, là, on va commenter là, ou bien supprimer le code qui est là. Et ce qu'on va faire là, non, je vais essayer d'ajouter un nouveau produit là, avec des données là aléatoires. Je valide. Je vais faire la mise à jour. Je vais ajouter V2 là pour indiquer que c'est une deuxième version. V2, voilà. Je vais ajouter 0 là et là 0. Je vais mettre à jour. Si je reviens ici, voilà, ref04 V2. Donc c'est bien mis à jour. Si je fais une deuxième modification et je reviens à ma première version, mettre à jour. Bien sûr, on peut rafraîchir directement à partir d'ici et vous allez voir que le système il exécute bien donc la requête de mise à jour. Mais là, on a un petit problème, bien sûr, de synchronisation. Juste, il faut rafraîchir les données pour avoir les données réelles.